Rollerdrome, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo dessus. C'est un peu comme si Tony Hawk s'était pris pour John Wick. T'es là pour faire du patin à roulettes dans une arène futuriste, mais sans les coudières et genouillères pour te protéger. Ici, la seule protection, c'est ton fusil à pompe. Chaque virage est une esquive, chaque saut un potentiel headshot. Dans Rollerdrome, c'est simple. Si tu veux marquer des points, va falloir saigner les autres. Le concept est simple. Tu fais des figures stylées, t'alignes 2-3 backflips, tout en vidant un chargeur sur des ennemis armés jusqu'aux dents. Niveau ambiance, c'est des années 70, version dystopique. Tout est orange, fluo et criblé de balles. On dirait que Rollerdrome a mixé un tournoi de skate avec Hunger Games. Le tout saupoudré d'un style rétro-futuriste, comme si les années 70 avaient inventé l'e-sport extrême. T'enchaînes les tricks pour recharger tes munitions, un peu comme si t'allais chercher une pizza entre 2 tirs de roquettes. Et n'oublions pas, les règles de survie en milieu hostile. Ici, si tu rates un salto, pas de point de style, mais un aller simple pour l'infirmerie, ou la morgue. Bref, Rollerdrome, c'est génial. C'est un jeu où tu rêves de mettre la misère sur roulette, et où tu comprends vite que l'arène est ta meilleure ennemie. Faites-le, ce jeu c'est vraiment un 18-19 sur 20. Rollerdrome, c'est un jeu qui mélange roller, fusillade, figure stylée, dans une arène où la survie est l'unique but. Enfilez vos patins et votre fusil, car ici, chaque saut est un pas vers la victoire, ou la défaite. Dans cette ambiance rétro-futuriste digne des années 70, seul le joueur le plus agile et le mieux armé triomphera. Ce jeu allie les sensations fortes, du skate, avec l'intensité d'un battle royale, où vos munitions se gagnent à coups de flip et d'esquive. Entrez dans Rollerdrome et découvrez ce que survivre avec style signifie vraiment. Ce jeu, c'est une pépite de ouf. 5-6 heures pour le finir, allez, 10 heures max si vous avez du mal, mais en 10 heures, vous faites l'aventure principale. Il y a un mode secondaire après qui est génial, un mode un peu hardcore que j'ai pas fini, mais qui demande un peu de temps de jeu. J'ai fini l'histoire principale en tout cas, et ça a été vraiment de très 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 belles heures de jeu. Un peu dur au début, la première demi-heure est dure à prendre en main, mais dès que c'est pris en main, c'est pépite. Vraiment, c'est pépite de fou, donc je vous le conseille à tout le monde. Moi, c'est une de mes belle découverte, je dirais presque un de mes jeux préférés honnêtement de ces dernières années. Très 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 cool, c'est très court, c'est rafraîchissant, ça envoie du steak, c'est vraiment lunaire, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a vu. Donc si vous voulez une expérience un peu originale et super cool, foncez, vous serez pas déçus. On adore Ori and the Blind Forest. On admire sa beauté, on est hypnotisé par ses paysages vibrants et son atmosphère qui nous transporte. Mais est-ce que vous avez déjà vraiment prêté attention à ce que le jeu essaye de vous dire ? Parce que derrière ce décor enchanteur, Ori nous présente une vision cruelle, impitoyable et profondément humaine de la vie. Ce jeu est une plongée dans la noirceur qui nous hante tous sans qu'on le réalise. Derrière chaque pixel magnifique se cache une brutalité dérangeante. La séparation, la perte, l'injustice de l'existence. Ori n'est pas un simple voyage fantastique. C'est un jeu qui prend notre innocence et la jette en pleine nature sauvage, où seuls ceux qui luttent sans relâche survivent. Oui, Ori est un héros adorable. Mais il est aussi le symbole de la douleur de l'abandon, de la lutte sans fin pour la survie. Ce petit être lumineux qu'on accompagne n'est pas un simple personnage mignon. Il incarne une rage, une peine, un désir de rédemption qui frappe en plein cœur. Et cette forêt, ce n'est pas un conte de fées, c'est une jungle cruelle, un univers où la beauté est indissociable de la souffrance. On pourrait croire que Ori and the Blind Forest est là pour nous apaiser, pour nous rappeler la beauté du monde. Mais non, c'est bien plus. Ce jeu nous force à affronter des vérités sombres, à regarder en face ce que l'on préfère éviter. Le sacrifice, la mort, les luttes silencieuses. Ori, c'est la force de ceux qui, malgré tout, continuent à avancer. C'est notre propre bataille contre un monstre, contre un monde qui ne nous fait pas de cadeaux, qui ne nous pardonne pas. Alors, Ori and the Blind Forest, un jeu mignon ? Non, c'est une leçon douloureuse, magnifique, mais qui, une fois comprise, vous hantera bien au-delà Shadow de l'écran. of the Colossus, le jeu où on te donne un cheval, une épée et une mission incroyablement vague. Tu décolosses, ça ira mieux après. Tu t'embarques dans un monde magnifique mais désolé, peuplé uniquement de géants silencieux et d'un dieu qui parle comme un DJ sous acide. Et toi, tu y crois. Parce que tout ce que tu veux, c'est sauver une fille qui ne t'a même pas demandé de faire tout ça. Sérieusement, elle a rien signé. Mais bon, l'amour, c'est comme ça. Tu passes des heures à galoper des plaines vides, juste pour trouver un colosse qui n'a rien demandé à personne. Ces créatures, c'est des œuvres d'art vivantes, des montagnes qui bougent. Mais toi, armé de ton couteau à beurre et de ta détermination, tu les escalades comme un fou.
et à chaque fois, tu les fais tomber. Tu te sens un peu coupable, parce que oui, au fond, ce jeu, c'est une gigantesque métaphore sur la destruction, la solitude, et probablement sur le fait de ne jamais ramasser un combat que tu ne comprends pas. Et la fin. Pas de spoiler. Mais disons que Shadow of the Colossus, c'est comme un cours de philosophie mélangé à un film d'auteur. Chaque colosse est une leçon, chaque victoire est une défaite. C'est un chef-d'œuvre qui te fait dire mais pourquoi je fais tout ça? Tout ça en t'empêchant de lâcher ta manette, c'est fort. Bref, un classique intemporel, qui prouve que parfois, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est un jeu qui te met face à des géants, et à ta propre conscience. Dans ce chef-d'œuvre, intemporel, il est sorti sur PS2, PS3, PS4, peut-être même PS5, on explore la beauté de l'open world, la complexité de l'histoire, le sentiment étrange de vaincre des créatures qui n'ont rien demandé. Découvrez pourquoi ce jeu continue de captiver les joueurs, même des années après sa sortie. Entre combats épiques et moments de solitude, Shadow of the Colossus est bien plus qu'un jeu. C'est une vraie expérience. Little Nightmare 2, c'est un jeu qui te donne quand même quelques traumas, Bienvenue dans le cauchemar les amis. Little Nightmare 2, c'est pas vraiment un jeu, c'est une expérience comme j'aime bien le dire, une thérapie de groupe forcée où ton seul pote c'est une gamine qui te lâche la main à chaque instant critique. On n'est pas dans un Mario Kart où tu rigoles, là c'est l'autre extrême, on se lance pas de carapace. Ici, chaque couloir est un guet-apens psychologique, chaque ombre veut ta mort, et chaque boss est une démonstration du sadisme des développeurs. Le monde est ton ennemi. L'ambiance, c'est une descente en enfer interactive. C'est comme si Tim Burton et Silent Hill avaient eu un enfant caché et qu'ils avaient décidé que son but dans la vie serait de nous filer des cauchemars, des écoles hantées, des hôpitaux remplis de mannequins plus flippants qu'un clown à 3 heures du sbar et des marécages où même Shrek aurait pas envie de traîner. Le gameplay te déteste et c'est pour ça qu'on aime le jeu. Les contrôles sont précis, mais volontairement angoissant. Quand tu cours, c'est pas pour le plaisir. C'est parce que t'as un psychopathe à 5 cm de ta nuque. T'as jamais été aussi stressé en portant une hache. Soit elle pèse 3 tonnes et t'as l'impression d'être un Sims en train de creuser une piscine, soit elle est ton seul espoir face à des créatures qui veulent te transformer en bon steak haché. Les boss, c'est un festival, vraiment. Entre le chasseur, un redneck zombie avec un fusil à pompe qui te traque dans les bois, une vraie pub pour l'abolition du droit du port d'armes. La prof, son cou qui s'étire comme un chewing-gum, et elle te fixe comme si elle savait que t'avais pas fait tes devoirs. Elle est terrifiante. Et le docteur rampe au plafond et collectionne des mannequins vivants, un grand malade, littéralement. Le scénario, un scénario qui te fait péter un câble. Le jeu ne parle jamais. Il hurle dans ta tête. Chaque niveau te balance des indices chelous. Chaque scène te laisse avec plus de questions que de réponses. Et cette fin. Ah putain, cette fin. Une conclusion tellement brutale que je pourrais en faire une vidéo juste pour vous en parler. Si vous le voulez, commentaire, abonne-toi, pouce bleu. Bref. Little Nightmare 2. C'est pas juste un jeu. C'est une expérience sensorielle qui va te laisser en PLS sous ta couette à 3 heures du matin. À faire. Absolument. Si tu veux comprendre ce que ressent une souris dans une cuisine de psychopathe. Little Nightmare 2, c'est pas un jeu d'horreur comme les autres. C'est une descente en enfer interactive. C'est un excellent jeu. Si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous le recommander. Cult of the Lamb, ce jeu où t'as un mouton tout mignon qui instaure un régime dictatorial à base de sacrifices, de soupes douteuses et de sermons hypnotiques. Imagine, Animal Crossing, sauf que tes villageois finissent dans un chaudron si leur foi baisse un peu trop. Et toi, en gourou laineux, tu trouves ça parfaitement normal. Le concept, sacrifié sur l'autel d'une secte chelou avant d'être sauvé par une entité encore plus chelou. Celui qui attend. Il te file une couronne maudite et te dit: va, petit mouton, rassemble tes fidèles, monte ta secte et éclate les autres. Et toi, comme un stagiaire un peu naïf, tu obéis, armé d'une dague rouillée et de l'assurance d'un gourou de téléachat. Gestion ou baston, le jeu alterne entre les deux. La gestion de ton camp sectaire et des combats nerveux en mode roguelike. Phase 1, tu fais gestion de ton village. Tu construis des huttes, des fermes, des toilettes. Ouais, y a même un système digestif. Mais attention, un fidèle malade ou affamé, c'est un fidèle qui commence à douter. Et dans Cult of the Lamb, douter c'est mal, alors faut improviser. Phase 2, les bastons contre les infidèles. Là tu te balades dans des donjons générés aléatoirement, et tu éclates des monstres pour récupérer des ressources et des nouveaux pouvoirs. Les boss, Dark Souls version LSD. Des dieux en colère, moches comme pas permis, et bien décidés à faire rentrer ton gourdin dans la laine. Le jeu, tout est permis, sauf l'ennui. La vraie force du jeu, c'est son côté décalé et son mélange de genres. Un coup tu organises un rituel où tes fidèles tournent autour d'un feu, la minute d'après tu exécutes le plus vieux de la bande parce qu'il mange un peu trop. Ça te met face à tes propres contradictions. D'un côté, soit tu fais le choix d'être un leader charismatique et bienveillant, soit d'être un psychopathe qui sème l'amour et la terreur, comme un prof en fin d'année scolaire. Pourquoi c'est une pépite?
son style visuel, trop cute. Mais derrière cette apparence adorable, il y a du sang, des tripes, des cultistes qui vomissent, le yin et le yang, des jeux indépendants. L'humour noir. Tu vas faire croire que t'as des principes, mais au bout de 2 heures, t'es là à prier pour que tes fidèles crèvent vite pour libérer de la place. La profondeur du gameplay. Même si t'es nul en roguelike, tu vas kiffer la gestion. Et si t'es nul en gestion, tu vas aimer les donjons. Tout le monde y trouve son compte, sauf tes fidèles. En conclusion, c'est une critique de la société de consommation, une réflexion sur le pouvoir, ou un jeu où tu peux transformer tes potes en soupe pour survivre. La réponse, un petit peu de tout. C'est que tu te marres, c'est surtout ça, c'est un jeu très drôle. Alors mets ta meilleure robe de druide, file quelques croquettes à Maurice, et va répandre ta foi ou ta folie dans le monde des agneaux perdus. Et souviens-toi, si t'y joues pas, celui qui attend pourrait venir. Salut à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Donc si t'es là pour taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, n'hésite pas à t'abonner. Non, je plaisante. Je reprendrai jamais l'introduction de notre célèbre Sheshounet, enfin je la reprends là, mais je la reprendrai jamais de façon récurrente. Force à lui, franchement c'est très très fort. Si vous connaissez pas Sheshounet, n'hésitez pas à aller voir tous ces tests. J'ai fait ça, c'est vraiment juste une expérience sociale. Je tombais sur une vidéo de MrBeast qui au début il avait du mal à progresser en mettant le nom de PewDiePie dans ses vidéos. En fait ça l'a fait un peu décoller, donc je me suis dit on va s'amuser, donc c'est formidable que vous soyez sur cette vidéo. Alors, Warhammer 40 000 Space Marine 2, bah c'est pas juste un jeu. C'est un coup de marteau énergétique dans la mâchoire. Les mecs de chez Relic Entertainment et Focus Entertainment se sont dit bon, c'est bien mignon de peindre des bonhommes en plastique, mais si on les envoyait broyer du Tyrannide en 4K 60 FPS avec un bolter qui fait autant de bruit qu'un avion de chasse. Et là, pouf, Titus débarque, le Space Marine qui ne rigole pas. Le mec est tellement stoïque qu'on dirait qu'il a été moulé dans du béton. Côté gameplay, ça suinte la brutalité. Chaque coup de tronçonneuse, chaque tir de bolter, c'est un poème sanglant qui te rappelle pourquoi l'Imperium est le patron. T'es là à dégommer des hordes de Xenos avec une telle précision que même les snipers de Call of rougiraient de honte. Et les tyrannides, parlons-en. C'est bestiole. Un mélange entre alien et un buffet à volonté qui te saute à la gorge. Ils arrivent par vagues. Et toi, t'es en plein milieu. Façon, tiens, goûte ça. Résultat, t'as un balai de viscères qui t'éclate à l'écran. Et c'est beau comme une fresque baroque. Sauf que là, c'est de la tripaille au lieu de chérubins. L'ambiance, elle est aussi lourde que le codex Astarte. Entre les décors industriels dystopiques et les champs de bataille qui ressemblent à un cauchemar après une soirée trop arrosée. Le jeu te plonge dans un univers tellement immersif que t'as l'impression de pouvoir goûter l'huile de moteur dans l'air. Bref, Space Marine 2, c'est pas pour les amateurs de fleurs et de chansons d'amour. C'est du brut, du lourd, un défouloir galactique où tu incarnes littéralement un tank humain. Alors, t'attends quoi pour mettre ton armure énergétique et partir exploser du Xenos? Plonge dans le chaos galactique avec Warhammer 40 000, Space Marine 2. Dans cette vidéo, je vous ai fait découvrir pourquoi ce jeu est un véritable chef-d'œuvre du bourrinage stratégique. Entre batailles épiques contre les tyrannides, le gameplay brutal et immersif, et un univers aussi sombre qu'épique. Space Marine 2 est le jeu que tout fan de l'Imperium doit absolument essayer. Préparez-vous à enfiler votre armure énergétique et à défendre l'honneur de l'empereur dans cette expérience inoubliable. J'espère que le test vous aura plu, c'est plus une preview vraiment pour voir un peu à quoi le jeu ressemble. Là je le débute, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pouce bleu et éventuellement je ferai vraiment mon avis un peu plus en profondeur. N'hésite pas à t'abonner. Salut à toi, pilote vite. en devenir. Aujourd'hui, je veux te parler de Titanfall 2. Ce jeu aurait dû éclater le game, littéralement, mais il s'est fait assassiner par son propre éditeur. C'est un FPS nerveux, des robots géants, une campagne solo qui te met des claques comme un tonton en colère. Accroche-toi, on décolle. Je vais commencer par te parler de ce gameplay, qui te rend vraiment surhumain. Dans Titanfall 2, t'es pas juste un soldat lambda qui rampe comme une limace sous la pluie. Tu cours sur les murs, tu glisses, tu faisais du patinage artistique avec un fusil d'assaut. Et surtout, tu peux appeler un titan du ciel pour tout éclater. Les sensations sont tellement fluides que passer à un autre FPS après, c'est vraiment comme conduire une Twingo après avoir piloté un avion de chasse. Et c'est vraiment ça, allez tester le multi. Je sais pas s'il y a encore des gens qui y jouent, mais le multi est incroyable. Et il n'y a pas que le multi, il y a aussi une campagne solo qui te brise le cœur et la mâchoire. Qui aurait cru qu'un FPS, pourtant plutôt multi, aurait une des meilleures campagnes solo jamais faites, au point que je l'ai platiné, c'est un des premiers platines que j'ai eu, je pourrais vous en parler du platine. La relation entre le pilote Jack Cooper et son titan BT-7274, c'est du Iron Giant version badass. Les missions, elles partent dans tous les sens, voyage temporel, puzzle de plateforme, infiltration, les bastons de robots titanesques qui te font sentir comme dans Pacific Rim, c'est exactement ça. La mission, cause et effet, un bijou du level design qui te fait sentir comme un roi du monde, un platine hyper accessible, le jeu est vraiment cool.
Pourtant le problème c'est le multi. C'est un joyau qui a été boudé par les dieux du marketing comme le sont mes vidéos. Le multi, c'est l'apogée du fun. Tu te bats à l'échelle humaine, tu grimpes sur les titans adverses pour les démonter à la main, et dès que tu invoques le tien, la partie elle change complètement de dimension. Ça n'a rien à voir au moment où tu tues les titans et au moment où tu es le titan. Ça change vraiment tout. Le problème, IA il l'a lâché. Entre Battlefield 1 et Call of Duty, le jeu n'a jamais eu la lumière qu'il méritait. Pourquoi faut absolument y jouer aujourd'hui? Même si des années après, parce que ça fait déjà un petit bout de temps, Titanfall 2 ça reste un bijou intemporel. Les serveurs sont encore vivants, et ouais un petit peu, et le feeling est toujours aussi incroyable. C'est le genre de jeu qui te rappelle pourquoi tu kiffes les FPS. Pour les moments de pure adrénaline, les instants épiques que seuls les titans qui se mettent des mandales peuvent offrir. Ça fait on est un peu sur le jeu Apex, mais avec des titans en plus, et des grappins, et ça change vraiment tout. C'est génial. Pour résumer un peu, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça? Le résumé. Titanfall 2, c'est que c'est une masterclass, un peu enterrée vivante que trop peu de gens connaissent. Si tu as jamais joué, fonce. Et si tu l'as déjà fait, relance-le. Et pour la plupart des geeks, on a tous l'impression que tout le monde le connaît, mais regardez autour de vous, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a tous passé de très bonnes heures dessus. On est nombreux à avoir passé de très 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 bonnes heures dessus. Il faudrait peut-être le relancer d'ailleurs, on verra peut-être s'il a pas pris une ride. Laisse un like si tu veux plus de tests pépites, abonne-toi, et sinon BT va débarquer chez toi si ça te chauffe. N'hésite pas à mettre un petit commentaire aussi, et éventuellement à mettre le prochain jeu que tu souhaites voir dans la liste. 1886, des chevaliers badass avec des pétoires steampunk qui claquent, des loups-garous plus nerveux qu'un modem 56K. Et toi, face à l'un des jeux les plus controversés de la PS4, The Order 1886. Spoiler, c'est plus court qu'un speedrun Mario. Mais est-ce que ça vaut quand même le coup? Moi, j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu. On va voir ça ensemble. Première baffe, c'est sublime. Vraiment. C'est comme un musée interactif où chaque pavé, chaque moustache, chaque particule de fumée a été sculptée avec amour. Mais est-ce que c'est juste un bel emballage? Un petit peu, quand même. Le gameplay est un peu en pilote automatique. Le gameplay, c'est un peu comme être copilote sur Mario Kart à l'époque, tu vois. T'as l'impression de faire des trucs, mais t'es juste là pour accompagner. Les phases de tir sont correctes, mais il n'y a aucun moment de génie. Les QTE tombent plus souvent qu'un serveur le samedi soir. Le jeu te tient la main et ne te lâche jamais. Vraiment, le jeu te lâche jamais et te tient par la main tout le long. La durée de vie, et ça c'est quelque chose qui a vraiment été critiqué, c'est le vrai scandale du jeu. La durée de vie c'est 5 heures. Un marathon Netflix dure plus longtemps. Tu payes un AAA pour une expérience aussi brève qu'un TikTok. Et quand ça commence à devenir intéressant, bam, c'est fini. On dirait que le jeu arrache cuite. La conclusion, et encore c'est une conclusion que je ne partage pas totalement, mais en soi c'est assez réel. The Order 1886, c'est un trailer qui dure trop longtemps. C'est une vitrine technologique incroyable, mais un jeu qui n'a pas vraiment décollé. À faire par curiosité, et à petit prix si vous pouvez, mais je vous conseille vraiment de le faire par curiosité. Parce que, oui, vous préparez-vous à rester sur votre faim. Ça, je suis d'accord. Préparez-vous à rester sur votre faim. Par contre, vous allez voir quelque chose d'assez surprenant. L'un des plus beaux jeux qui a jamais été fait. Des bisous, n'oubliez pas, même les plus beaux jeux peuvent être comme une pinata vide. Mais c'est pas exactement ça. Le jeu, trop court. C'est vrai que 5 heures, c'est extrêmement rapide. Mais c'est 5 heures où vous êtes dans Hollywood. Le souvenir que vous en tirez de ces 5 heures, c'est que c'est 5 heures excellentes. Où vous avez l'impression d'avoir regardé un gros film hollywoodien, comme à l'époque, et vous regardiez ce film sans jamais être lâché par la main. 5 heures où vous allez être pris par la main, certes, mais c'est 5 heures de grand plaisir, où que vous allez vraiment kiffer, et c'est 5 très belles heures. Donc, est-ce qu'on peut taper sur ce jeu? Non, pour moi non. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant, qui est très cool, une belle vitrine technologique. Moi j'ai passé 5 heures, ces 5 heures qui sont passées très vite, qui n'ont l'air que d'une demi-heure. Et je trouve que la plupart des jeux aujourd'hui, on joue 5 heures, on a l'impression d'en avoir passé 10. Là on a un peu un ressenti de Baldur's Gate 3. On se dit c'est trop peu, c'était trop beau. Effectivement Baldur's Gate 3 c'est 120 heures quand même, et on se dit après 120 heures que c'était trop court. Donc c'est pas le même exploit. Mais c'est un jeu vraiment qui mérite d'être fait. C'est un peu un Fast and Furious. Il n'y a pas de grands moments, effectivement. Vous n'allez pas ressortir plus intelligent ou vous dire waouh, mais ce jeu. Mais en tout cas, vous allez passer du plaisir et c'est l'essentiel en fait. Moi, c'est ce que je recherche dans un jeu vidéo. C'est 5 heures, c'est agréable, ça va très vite, c'est très court, c'est baffe sur baffe de visuel. Les moments de gameplay quand même, il y a un moment où on récupère une arme, il y a un moment de gameplay qui est très sympa, qui m'a marqué. Et c'est un jeu que j'ai envie de me refaire et que je trouve très très cool, alors que c'est un jeu que j'ai dû faire il y a
il y a quand même quelques années, il y a peut-être au moins 5 ou 6 ans. Et 5 ou 6 ans après, je pourrais le refaire là, je l'avais fait sur PS4 à l'époque, et je pourrais le refaire sur PS5 là, si je le trouvais à petit prix. Donc franchement, si vous le trouvez un jour à 5 ou 10 euros, achetez-le, foncez. Ouvrez-vous une petite bière ou un petit J en fonction de ce que vous préférez. Vous allez passer un excellent moment sur ce jeu, en tout cas je pense. Abonne-toi, à très vite, et active la cloche, sinon un loup-garou viendra faire des QTE dans ton Rim, une aventure poétique ou un jeu oublié? Rim, c'est un de mes jeux préférés. Franchement, j'ai dû le découvrir pendant le confinement, à des heures perdues où je cherchais des jeux auxquels jouer. Ça dure 5 à 10 heures, mais c'est une aventure magnifique, je vous la conseille à tous. Rim, c'est ce jeu qui te fait croire que t'es un explorateur perdu dans un tableau de maître, jusqu'à ce que tu comprennes que tu vas surtout pleurer pendant toute l'aventure. Sorti en 2017, développé par Tequila Works, ce bijou, parce que c'est vraiment un bijou, vidéo ludique, te balance sur une île mystérieuse sans explication. Juste un petit renard pour te guider et un gamin en poncho qui court partout. Un mélange entre Zelda Wind Waker, Aiko et un stage bonus de Journey. Mais est-ce que ça vaut vraiment le détour? La réponse est oui. Quitte cette vidéo, va y jouer, fonce tout de suite. Franchement, tu seras pas déçu, tu reviendras me dire merci. La direction artistique, elle est à tomber par terre. Visuellement, Rim, c'est une carte postale en mouvement. Imagine, un monde baigné de lumière, des ruines antiques sculptées avec amour, des couleurs qui te donnent envie d'encadrer ton écran, la DA qui rappelle clairement le cel shading de Wind Waker, mais avec une touche un peu plus méditative et un peu plus mélancolique. Beau, doux, c'est presque un jeu conçu pour être mis en fond d'écran Windows. Mais derrière cette patte artistique sublime, est-ce qu'il y a du gameplay solide? Ou est-ce qu'on a affaire encore à un walking simulator? Eh bah pas du tout, parce que c'est un jeu incroyable. Gameplay, exploration et énigme. Pas de bagarre, que du cerveau. Si t'espérais trancher des monstres ou faire des saltos à la Assassin's Creed, autant te prévenir. Ici, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'ennemis à dégoûter. À dégoûter et à découper. Le gameplay repose à 100% sur l'exploration et sur la résolution d'énigmes. On pousse des blocs, on crie sur des statues, vraiment littéralement, on joue avec la lumière et l'ombre. C'est un peu comme un escape game géant sur une île paradisiaque, mais avec une OST qui te rappelle que la vie, c'est dur. Par contre, les puzzles oscille souvent entre « Ah, c'est malin » et « Pourquoi ça marche pas ?» Heureusement, c'est très fluide, c'est très bien intégré dans l'univers et c'est jamais frustrant. Franchement, je suis pas fan de ces trucs de puzzles, mais pour moi, c'est passé. Tout le long, c'est passé avec ce jeu. Je l'ai trouvé incroyable tout le long. C'était une pépite, et en plus maintenant on est en 2025, si vraiment vous bloquez un petit coup de Solus, ce qui est un peu dommage, j'ai dû m'en servir peut-être une fois dans un certain monde avec l'oiseau, mais sinon très très cool, franchement il n'y a même pas besoin de ça, profitez, c'est vrai qu'il n'y a pas de découpage par contre de monstres, mais le jeu marque sur d'autres aspects. Ça change vraiment de la plupart des jeux. Là, ce qui va vous marquer, c'est cette histoire, qui va te frapper en plein cœur. Au début, tu te demandes pourquoi t'es là, et au fur et à mesure, le jeu te balance un des scénarios les plus émotionnels qui n'a jamais été fait dans le monde du jeu vidéo. Pas de dialogue, pas de narration lourdingue, tout passe par l'environnement et la musique. Je vais pas te spoiler, mais si t'es du genre sensible, sors tes mouchoirs. Parce que le twist final, c'est un vrai coup de massue émotionnel. Franchement, je m'en suis toujours parmi. Des défauts, il y en a quelques-uns, forcément. Mais franchement, ils sont super minimes. Tout n'est pas parfait non plus, forcément. Quelques animations un peu raides. Si t'es pas réceptif aux jeux contemplatifs, tu risques de trouver ça lent. Quelques chutes de framerate, surtout sur Switch. Je te conseille plutôt de le faire sur PS4 ou PS5 pour avoir un grand écran, c'est beaucoup plus agréable, mais il n'y a vraiment rien qui casse l'expérience. Franchement, le verdict, c'est une expérience qui va te rester en mémoire, mais jusqu'à la fin de ta vie, littéralement, c'est sûr et certain. Rim, c'est une claque artistique, c'est un voyage émouvant, c'est un jeu qui te prend aux tripes, c'est pas un titre qui plaira à tout le monde, ça c'est sûr, surtout si t'aimes l'action pure et dure, c'est un peu ce que je disais au début, mais si t'es du genre à apprécier les jeux narratifs puissants, fonce. C'est un jeu qui se joue pas, c'est un jeu qui se vit, frérot. Ou serette. Franchement, je pense que je m'en remettrai jamais. C'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai pu jouer en 28 ans d'existence sur cette terre. C'est un jeu magnifique, exceptionnel du début à la fin. C'est 5 à 10 heures de pur voyage. Franchement, moi, je me suis pris une baffe. Je sais plus si je le fais en une soirée. Non, je crois que je le fais en 2 soirs. Je fais les 2 premières heures et demie, 3 heures, 4 heures un soir. Et pareil le lendemain. Et j'ai dû le faire quasiment à la sortie, parce que pendant le confinement, donc c'était il y a bien 4-5 ans déjà. Et 4-5 ans après, je m'en souviens encore comme étant un des jeux les plus beaux que j'ai pu faire. Note finale 8,5 sur 10, pour moi c'est trop léger, ça mérite beaucoup plus, 9,5,
au moins sur 10. Si tu cherches un jeu en fait qui mélange aventure, émotion, énigme, fonce. Si tu veux du combat et du skill, passe ton chemin. Mais franchement, fonce parce que tu as déjà joué. Est-ce que t'as chialé à la fin ou est-ce que toi t'as le cœur d'un robot? Dis-moi en commentaire. Mais franchement, je pense que Rim, on est nombreux à avoir apprécié ce jeu, qui est un peu, malheureusement, un peu trop oublié et trop peu connu, alors que ça fait partie largement des plus beaux jeux jamais créés. Force à tous et à Armored très Core vite. 6. Ce moment où From Software s'est dit bon, on a traumatisé les joueurs avec Dark Souls, Elden Ring et Sekiro. Et si on leur foutait des robots de 10 tonnes qui se foutent sur la gueule à 300 km/h? Et c'est ainsi qu'est né Armored Core 6, Fires of Rubicon. Attention, c'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui te met aux commandes d'un mecha hyper customisable dans des batailles aussi stylées qu'exigeantes. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un Souls-like avec des Gundam ou bien un vrai retour en force pour la licence? Accroche-toi, je vais te parler de tout. Moi, c'est le premier que j'ai fait, Armored Core 6, et j'ai été sur le cul, c'est un jeu incroyable. Le gameplay, c'est un mélange de vitesse et de destruction massive. Si t'as jamais touché un Armored Core avant, laisse-moi te résumer cette expérience avec une phrase simple. Imagine un jeu de baston ultra rapide où ton perso est un tank volant qui fait des clashs latéraux comme un cocaïnomane sous Red Bull. Armored Core 6, c'est un balai de missiles, de lasers, de coups de poing mécaniques qui te font comprendre qu'il y a un avant et un après dans ta carrière de gamer. La mobilité, c'est un art de vivre. Si t'espérais un jeu de méca lent et lourd, oublie direct. Ici, tu voles, tu esquives, tu boostes dans tous les sens. Et si tu restes immobile plus de 3 secondes, c'est que t'es mort. Le jeu exige une réactivité de ninja cybernétique et t'apprends rapidement que le sol, c'est pour les losers. La customisation, si t'aimes bidouiller, si t'aimes passer 3 heures dans un menu à ajuster poids, vitesse, équilibre, énergie, type d'armement de ton mecha, tu vas adorer Armored Core 6. Chaque boulon peut faire la différence entre une victoire éclatante et une humiliation publique. Tu veux un mecha bipède ultra léger qui spamme des lasers? C'est possible. Tu veux un tank volant qui envoie des roquettes plus grosses que lui? Aussi, amuse-toi. Si tu veux un robot full mêlé qui met des mandales cosmiques, c'est aussi possible. Le jeu te laisse vraiment créer ton style et chaque mission peut nécessiter un build totalement différent, même s'il y a un build qui est complètement pété. Un vrai plaisir pour les fans de personnalisation. Les combats de boss te regardent droit dans la main. On connaît From Software. Si t'as joué à Dark Souls, tu sais que From Software aime bien te proposer des gros boss qui te détruisent en 15 secondes pour t'humilier, des boss à 3 phases, 2 phases. Armored Core 6, ça fait pas exception. Les combats sont épiques, ultra intenses, et te forcent à réfléchir plus vite que tu ne peux pleurer. Petit conseil. Si un boss te fait souffrir, c'est pas souvent une question de style. De skill ou de style, un peu les deux. Surtout de skill, surtout dans ce jeu, souvent c'est juste ton build qui est nul. Repars au garage, regarde un tuto, change de stratégie et reviens lui exploser la tronche avec un autre style de mecha. Est-ce que c'est un jeu qui est pour toi? Il a quand même de très gros points forts. Des graphismes magnifiques, des combats nerveux, très stylés, chaque mission est un mélange d'adrénaline et de chorégraphie guerrière, une vraie liberté de customisation, et parce que les choix influencent vraiment ton gameplay, des environnements variés, très impressionnants, franchement, c'est pour moi un des plus beaux jeux PS5, voire un des plus beaux jeux que j'ai eu l'occasion de voir. Il y a vraiment des paysages incroyables, la musique, le sound design, tout est vraiment aux petits oignons. Moi j'ai adoré, hein. J'ai passé vraiment des très 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 belles heures sur ce jeu que vous pouvez faire 3 fois. Je ne l'ai fait qu'une fois, mais vous pouvez le refaire 3 fois sans... en plus, il y a vraiment une rejouabilité. C'est le genre de jeu que je pourrais refaire une deuxième fois avec grand plaisir, quoi. Surtout qu'il y a des nouveautés à chaque fois qu'on le refait. Les petits défauts, difficiles à prendre en main. Si t'as pas l'habitude, les premières heures vont te piquer. Et c'est vrai, mais j'ai pas vu ça, moi, comme un défaut. Vraiment, j'ai eu du mal, effectivement, les premières heures étaient assez dures. Mais en fait, cette prise en main des mechas est tellement jouissive une fois qu'on les maîtrise. Une fois qu'on maîtrise vraiment son mecha et qu'on a compris, c'est vraiment pas difficile à prendre en main. Et c'est là qu'on se rend compte même que le jeu est très très bon, voire excellent. Les combats sont... c'est comme un peu Hollow Knight en fait, Hollow Knight. C'est très juste. Les combats sont... On perd, mais on sent qu'on a perdu parce qu'on a mal fait quelque chose. On n'a pas perdu parce que le bonhomme réagit pas. Et c'est très très agréable. C'est vraiment le... Moi le jeu vraiment j'ai kiffé pour ça, même si c'est un peu dur à prendre en main, effectivement, les premières heures peuvent piquer, mais par contre on a cette sensation, comme avec, on a plein de jeux qui donnent ce sentiment, Anno fait un peu ce sentiment, au début on a l'impression que c'est super dur, puis une fois qu'on arrive à gérer sa base, on a un tel sentiment de puissance, et bah là c'est pareil, on a du mal un peu à contrôler son mecha, mais quand on finit vraiment par contrôler le mecha, et à la fin qu'on réfléchit plus, c'est-à-dire que ça fait cerveau, main, manette, mecha, et que le mecha réagit directement, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable.
L'histoire, elle est anecdotique aussi. C'est cool, mais t'es là pour péter des robots. Franchement, l'histoire, j'avoue, très anecdotique, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de cool. Peut être punitif aussi parce qu'un mauvais build peut te ruiner ta mission entière. Ça fait partie du jeu, c'est pas forcément un défaut pour moi. Est-ce que tu dois l'acheter ou pas? Bah si tu veux un jeu de mecha, dynamique, technique, exigeant, fonce les yeux fermés. Si t'espérais un sous-like en mode robot géant, c'est pas du tout pareil. Et si les jeux difficiles te frustrent, prépare-toi à revoir ta patience à la hausse. Armored Core 6, pour moi, c'est du grand spectacle. C'est un challenge et un pur plaisir pour ceux qui aiment peaufiner leur style de combat. C'est un vrai retour en force pour la série. J'ai pas eu l'occasion de faire les 5 premiers épisodes, mais franchement, le 6 Fires of Rubicon, j'ai même l'édition un peu spéciale où il y avait un poster dedans que j'ai pu accrocher au mur, et franchement, génial, vraiment génial comme jeu. Je foncez, c'est du cinéma, vous allez passer 20 heures. Moi j'ai passé 20 heures sur un jeu magnifique. C'est comme si j'avais regardé un film 5 fois de suite. Enfin 5 fois de suite, 5 films différents, mais à chaque fois masterclass. Ouais, vraiment je pense que c'est dans le top des jeux que j'ai pu faire, où j'ai pris vraiment du gros plaisir tout le long. Donc très 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 cool, franchement foncez, 10 sur 10, explosion garantie ou remboursée. Et toi, est-ce que t'as joué à Armored Core 6? Est-ce que t'es plutôt team mecha ultra léger ou tank volant avec des missiles nucléaires? Balance ton build en commentaire. Baldur's Gate 3, un RPG monumental qui redéfinit totalement le genre. Quand on pense aux jeux de rôle épiques, on pense souvent à des classiques comme The Witcher ou Skyrim. Mais là, Baldur's Gate 3 va plus loin, beaucoup plus loin. Ce jeu offre une immersion totale. Chaque décision que tu prends impacte ton aventure. Chaque choix transforme l'univers qui t'entoure. C'est ton histoire, unique, sans chemin tout tracé, et où chaque option a des conséquences. Imagine un RPG où l'interaction avec l'environnement est totale. Tu peux tout faire, et chaque situation offre des solutions infinies. Les combats en tour par tour sont une danse stratégique et un vrai test de créativité. Utiliser le terrain, lancer des sorts spectaculaires, déployer des tactiques de groupe, tout est permis et tout est payant. Mais attention, le danger est partout, et chaque décision pourrait être la dernière. Et les personnages, parlons-en, Baldur's Gate 3 nous plonge dans un univers rempli de protagonistes mémorables, chacun avec sa propre histoire, ses propres conflits et ses propres objectifs. Ce n'est pas juste une question de les recruter, tu vas t'attacher, rire, pleurer, et parfois les trahir. Les romances, les amitiés, les alliances, tout est pensé pour te captiver et te faire ressentir chaque émotion. Ce n'est pas pour rien que Baldur's Gate 3 est salué comme le RPG ultime de notre génération. Si vous pensiez connaître le jeu de rôle, préparez-vous à être secoué, à être emporté dans une aventure qui surpasse toutes les attentes. Un monde ouvert, des intrigues profondes et un système de jeu aussi libre que stratégique. Baldur's Gate 3 est un RPG qui enterre complètement la concurrence. Oser? Peut-être, mais à voir l'impact du jeu, difficile de dire le contraire. Dans l'univers des jeux vidéo, rares sont les personnages aussi iconiques et mystérieux que l'agent 47. Hitman n'est pas qu'un simple jeu d'action, et 47 n'est pas qu'un tueur. C'est une exploration de ce que la violence peut provoquer dans un esprit humain. Avec chaque contrat, chaque cible éliminée dans l'ombre, Hitman nous fait passer de la fascination au malaise. L'agent 47, avec son code barre et son absence d'émotion, est la créature parfaite pour un monde où l'identité n'a plus d'importance. Mais en tant que joueur, on se retrouve happé dans cette danse morbide, à jongler entre stratégie, précision et pure cruauté. Car oui, 47 est le maître de la mise en scène meurtrière. Pour nous, il est une figure fascinante, voire inspirante dans sa maîtrise. Mais en y repensant, ce qui nous attire dans ce personnage, c'est ce qui représente une sorte de miroir sombre de ce que notre société admire secrètement. Mais alors, qui est vraiment 47 ? Un génie ou un monstre ? C'est la question à laquelle le jeu ne répond jamais, et peut-être est-ce là son génie. Hitman, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un test moral, une interrogation sur ce que nous acceptons, et sur ce qui nous fascine dans la perception froide du meurtre. L'agent 47, ce tueur à gages froid et impitoyable, cache bien plus qu'une simple mission. Avec Hitman, on plonge dans l'esprit d'un homme sans identité, sans émotion, qui fait de la mort une œuvre d'art. Mais au fond, qui est vraiment 47 ? Un génie du crime ou un monstre façonné par une société malade? Préparez-vous à redécouvrir Hitman d'un tout autre œil, avec une plongée qui va vous donner des frissons. Cyberpunk 2077, c'est plus qu'un jeu, c'est une vision. Un miroir de ce qui pourrait bien être notre futur. On nous a promis une aventure révolutionnaire. Un monde ouvert où chaque recoin déborde de détails et de promesses. Mais dès la sortie, la réalité a frappé. Bugs, attentes fracassées, déception. Pourtant, au cœur de cet univers se cache un message très important.
Dans ce monde de néons et de ruines, chaque personnage est un éclat brisé d'une société malade. Cyberware, implant, modification. Dans Cyberpunk, la frontière entre l'humain et la machine n'a jamais été aussi fine, aussi inquiétante. Nos choix nous mènent souvent aux pires conséquences, et cette dystopie nous rappelle à quel point notre obsession pour la technologie pourrait nous détruire. Alors, Cyberpunk 2077, chef-d'œuvre ou reflet amer d'un futur que nous créons nous-mêmes. Ce n'est plus simplement un jeu, c'est une leçon, une dystopie où la société s'effondre sous le poids de son propre progrès. Peut-on vraiment rester indifférent face à ce que le jeu nous montre ? Dans Cyberpunk 2077, un monde où le futur est sombre, impitoyable, et où chaque décision peut faire basculer l'équilibre entre le chaos et la survie. Ce jeu a suscité des débats passionnés, promesses non tenues, bugs légendaires, mais aussi une immersion unique et une vision d'un avenir qui fait froid dans le dos. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Est-ce vraiment un chef-d'œuvre incomplet ou le reflet d'une société en déclin ? Préparez-vous à découvrir la face cachée de Cyberpunk, une plongée dans un univers où l'humanité perd pied face à la technologie. Donc Cyberpunk 77, très très cool, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous le conseiller. Ça manque peut-être un tout petit peu de difficulté, d'une arène, ça c'est vrai que j'aime bien les arènes dans les jeux, donc ça manque un petit peu d'une arène et de difficulté, mais sinon ça reste un excellent jeu qui est sans doute dans le top des jeux actuels. Je mettrais aussi Baldur's Gate 3, même si c'est deux jeux dans des univers complètement différents. Si le test il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, il y a pas mal de tests, j'ai dû en faire une dizaine là sur la chaîne dans le même style, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous voulez mettre le prochain jeu en commentaire, c'est avec grand plaisir, et on se revoit très vite. Path of Exile, ou le jeu qui te prend gentiment par la main pour te jeter dans un monde où tout le monde veut ta peau. Ici, t'es pas un héros, t'es juste un clochard avec 3 potions et un rêve. Survive. Mais attention mon gars, PoE c'est pas un Diablo-like, c'est vraiment un MBA en gestion de loot. Déjà, création de perso. 6 classes de départ et chacune a l'air d'avoir un passif claqué. Maraudeur, bourrin sans cerveau, witch, ta pote gothique du lycée. Et le duelliste, le gars qui fait des pompes devant son miroir. Bref, choisis ton truc et lance-toi. Une terre où même l'herbe te juge. Le gameplay ? Frère, c'est vraiment simple. Tu tapes, tu lootes, tu meurs. T'as une barre de sort, 3 potions, un inventaire qui se remplit plus vite que ton frigo après les courses. Chaque monstre que tu butes lâche un loot. Et dans PoE, c'est pas des trucs anodins. Genre, y a des gemmes pour tes sorts, des orbes pour modifier ton matos. C'est un bon coin, un peu le bon coin, mais version Dark Fantasy. Et là, accroche-toi, l'arbre de compétences, sérieux, c'est pas un arbre, c'est une forêt. Le truc fait la taille de mon historique Steam. Chaque point que tu mets te rapproche d'être un dieu, ou d'un clodo sans DPS. Mais ça, c'est Path of Exile. Tu viens pour jouer, tu restes pour optimiser, et tu finis par regarder des guides sur YouTube à 3h du matin. Et les boss, on en parle. Les gars, c'est pas des mobs, c'est des examens de maths. Chacun a des patterns à apprendre, des AOE qui te punissent, des phases où tu te dis c'était mieux quand j'étais mort. Mention spéciale à Kitava, le boss final, qui te regarde comme si t'étais un amuse-bouche. Graphiquement, c'est sale, mais c'est voulu. C'est pas une destination de vacances, c'est un monde où tout est gris, humide et collant. Les effets visuels, par contre, c'est du spectacle. Quand tu lâches un sort de niveau max, t'as l'impression de déclencher un feu d'artifice à la fête nationale. Path of Exile, c'est un peu le genre de jeu qui te bouffe des centaines d'heures, sans que tu t'en rendes compte. T'arrives pour tester un build, tu repars avec 12 persos, un build totem et un compte bancaire vidé à cause des microtransactions pour des skins beaucoup trop stylés. Mais bon, ça en vaut un peu le coup. PoE, c'est pas un jeu, c'est un style de vie. Télécharge-le, joue-y 5000 heures, perds-toi dans les builds, perds ta vie, ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas, tu vas forcément kiffer. Sauf si t'aimes pas les loot games. Là, ça va être compliqué pour toi. Path of Exile, c'est un peu plus qu'un jeu, c'est un labyrinthe de build, un monde sans pitié, un loot infini qui va te hanter, un arbre de compétences XXL, des boss qui te feront pleurer, plonge dans chaque partie sera vraiment une épopée pour toi. Prépare-toi à survivre, looter, optimiser comme jamais. Si t'aimes les RPG exigeants, ce test est pour toi. Abonne-toi parce qu'il y a bientôt le 2 qui sort. Il est peut-être même déjà sorti au moment où cette vidéo existe. Donc abonne-toi. Aujourd'hui, je voulais parler d'un des trucs qui est sûrement mon jeu préféré, c'est-à-dire Elden Ring. Le jeu qui te balance en plein champ de bataille avec une poêle à frire et qui te dit vas-y mon grand, prouve que tu mérites d'exister. C'est très similaire à la vraie vie et j'ai beaucoup aimé ce jeu, notamment parce qu'il m'a rappelé mes jeunes années de gaming. Avec Gothic 3 par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, ils ont quand même pas mal de points communs, même si les jeux ne se ressemblent pas du tout, mais le fait de se retrouver dans un grand monde vaste, perdu, et où on se demande un peu ce qu'on doit faire, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec Gothic 3, et j'étais très très jeune à l'époque, et là avec Elden Ring, j'ai pu retrouver ça
à mon grand âge. Donc c'est vraiment un jeu très intéressant qui te laisse libre et vraiment libre. Tu peux partir à l'opposé du premier boss et passer 10 heures à taper des chèvres roulantes. Un jeu où tu peux être un chevalier noble, un samouraï élégant ou un clochard qui jette des cailloux. Dans tous les cas, tu vas mourir beaucoup. Bref, Elden Ring, la définition même du rêve et du cauchemar mélangés. Un chef-d'œuvre qui te laisse explorer, souffrir, triompher, mais qui surtout te prend jamais par la main. Alors, est-ce que c'est le meilleur jeu de From Software? Est-ce que c'est vraiment le Dark Souls ultime? Accroche-toi. Le monde ouvert, il te dévore vivant. Les mondes ouverts, on en a bouffé. Des wagons, Ubisoft, il en sort 17 par an. Toujours la même formule. Map remplie d'icônes, quête FedEx où tu ramènes du pain à un PNJ, et un gameplay qui te prend pour un bébé avec une titine dans la bouche. Là, rien de tout ça. La carte pas surchargée, pas de flèche géante, pas de dialogue qui t'explique tout en te tenant la main. Tu le sais, tu sors de la première grotte et t'es tout seul, comme dans la vraie vie. Et là, direct, un chevalier géant en or qui te fonce dessus pour te montrer que ce monde ne va pas te faire de cadeau, gros. Tu cours, tu cries, tu réalises que chaque pas que tu fais peut être le dernier. Ce qui rend Elden Ring génial, c'est que chaque découverte est une vraie belle surprise. Tu penses entrer dans un petit château random, bam, un boss caché. Tu vois une grotte sympa, bam, un labyrinthe géant. Tu avances tout content, bam, un dragon qui t'écrase comme une vulgaire crêpe. Vraiment, c'est un monde vivant, un monde rempli de secrets, où chaque détour peut te donner soit un trésor divin, soit une fessée magistrale. Le gameplay, parlons-en de ce gameplay. C'est vraiment un combat incroyable entre toi et tes nerfs. Les jeux From Software, c'est simple. Si tu joues bien, tu joues, soit tu meurs. Pas de mode facile, pas de QTE, pas de appui sur X pour gagner. Et Elden Ring reprend tout ce qu'a fait le sel de Dark Souls, mais en le rendant encore plus riche et jouissif. Combat ultra précis et nerveux. Dizaines de styles de jeu possibles, chevalier, mage, assassin, pyromane, fou furieux en slip. Des boss qui sont des œuvres d'art, de sadisme et de grandiosité. Et surtout, le cheval, Torrent, un cheval fantôme qui permet de foncer à travers l'entreterre comme un bolide, d'éviter certains combats et même de faire des duels aériens contre des dragons en plein vol. Le feeling du combat est parfait, chaque coup compte, chaque roulade est vitale, chaque victoire est méritée. Tu veux rouler sur le jeu en mode ultra bourrin, bonne chance mon gars. Tu veux te la jouer prudent et apprendre chaque pattern, prépare un stock de potions et une patience infinie. Bref, du pur From Software, en plus fluide, plus dynamique, plus punitif. Les boss, c'est un peu l'enfer sur Terre. Un jeu From Software sans boss, c'est comme un Mario sans pignon. Et là, ils ont eu vraiment le grand jeu. Malenia te rend fou avec ses attaques ultra rapides et ta capacité à se soigner sur tes erreurs. Radahn, colosse en armure qui combat en chevauchant un cheval trop petit pour lui. Morgoth, Godric, Ricard, des combats épiques, du lore fascinant, des OST magistrales. Et tu sais quoi? Certains boss ne sont même pas obligatoires. Ils sont là, ils t'attendent, mais c'est à toi d'aller chercher la douleur. Et ouais, oh, si tu veux un open world magnifique, c'est pas juste un jeu, c'est un tableau vivant. Les paysages sont somptueux, les forêts sont embrumées, les châteaux en ruine, les plaines désolées. La DA mélange magnifiquement ce médiéval sombre et cette dark fantasy dans ce cas-là de plus grandiose. Chaque endroit te raconte une histoire, sans même avoir besoin de dialogue. Et la musique, oh mon dieu la musique. Les OST orchestrales de fous furieux, les thèmes de boss qui te mettent une pression monumentale. On n'est pas là pour rigoler, et chaque note te le rappelle. Et le point fort du jeu, ou le point faible, la difficulté. Une épreuve, mais ça reste une récompense éternelle. Oui, Elden Ring est dur, oui, tu vas souffrir, chaque mort t'apprend quelque chose, chaque boss te donne un sentiment de victoire vraiment unique. C'est pas un jeu difficile pour être difficile, c'est un jeu qui va te faire devenir meilleur dans la vie. Tu rentres dedans en te disant je vais explorer, et tu ressors en étant un guerrier aguerri ayant survécu à 1000 cauchemars. Verdict, c'est une masterclass absolue. C'est un open world qui enterre 90% de la concurrence, c'est un gameplay ultra précis, c'est une DA monstrueuse, c'est des boss iconiques, c'est une aventure mémorable. Il y a quand même, j'oserais dire, pour moi un défaut, c'est quelques quêtes qui ne sont pas claires du tout. Mais bon, c'est From Software, fallait s'y attendre. Mais il y a des quêtes vraiment où j'ai l'impression que sans Solus, ça me paraît impossible. Donc d'un côté c'est ce qui fait le charme du jeu, d'un autre côté, savoir qu'il faut taper dans un mur à tel endroit, je suis même pas sûr. S'il y a une information qui précise dans le jeu qu'il faut taper à cet endroit là, mais à culpa c'est de ma faute. S'il n'y a pas d'information qui le précise, pour moi c'est juste, c'est quasiment indevinable. Ça serait pour moi le seul défaut, c'est quelques quêtes pas claires. Mais sinon,
Tout le reste, c'est magnifique, c'est même un avantage. Je regardais une vidéo, je crois que c'est Mister V qui parlait de ça, où justement on ouvre un coffre et où on se retrouve en Kaelid dans la mine et tout. C'est arrivé à plein de joueurs, c'était pas obligatoire du tout. C'est juste que le level design est magnifiquement pensé, que le jeu est incroyable, et j'avais eu un peu vraiment cet effet sur Gothic 3. Alors les jeux n'ont rien à voir, c'est un peu un Skyrim, hein, Gothic 3, mais j'avais eu un peu cet effet-là dans le jeu où je me disais, ah, je peux tout faire, c'est génial. Et voilà, j'ai retrouvé un peu ça avec Elden Ring, où je me suis dit, mais là je peux aller partout, est-ce que je vais à droite, en haut, à gauche, qu'est-ce que je fais et j'ai trouvé ça génial. Pour moi, ce jeu a été incroyable. Je me suis arrêté au dernier boss, pour tout vous dire, la bête d'Elden, que j'ai même pas battu, parce que j'avais vu les fins qui étaient après, et qu'à un moment donné, j'étais à 200 heures de jeu, j'avais pas la force de mettre 5 ou 10 heures de plus pour battre la bête d'Elden. Je pourrais en vrai là me coller dessus et la battre. C'est sûrement quelque chose que je finirais par faire de toute façon. Mais en tout cas, Elden Ring, c'est une épreuve, c'est une leçon, c'est une claque monumentale, c'est le genre de jeu qui va te marquer toute ta vie. Si t'as du courage et de la patience, fais-le. Si t'as pas encore osé franchir la porte de l'Entreterre, tu ne le regretteras pas. C'est vraiment un très 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 bon jeu, un excellent jeu, c'est une masterclass. Je pense qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus. Disgaea 5, ce jeu où on ne tue pas des ennemis, on les enterre sous une mine de chiffres. Si t'es allergique aux millions de dégâts affichés à l'écran, fuis immédiatement. Ici, on parle d'un RPG tactique où le mot overkill a été redéfini. Sérieusement, qui a besoin de balancer une attaque à 9 999 999 sur un pingouin démoniaque qui pleure déjà parce que sa mère l'a abandonné? L'histoire ? On suit Killia, un héros qui a dû oublier de passer chez le coiffeur, sa bande d'uluberlus au design qui crie « On a mis tout notre budget sur l'animé ». Leur mission ? Affronter Void Dark, un méchant dont le nom est aussi subtil qu'un lance-flamme dans une bibliothèque. Mais là où Disgaea 5 explose tout, c'est son gameplay. Combat tactique, combo aussi stylé que le dernier clip de K-pop, et des personnages qui peuvent porter, lancer ou carrément empiler leurs alliés comme une pyramide humaine. Parce qu'au fond, pourquoi pas ? Et le grind. Le grind, vous pensiez avoir vu le fond du gouffre avec des RPG classiques ? Disgaea 5 vous montre qu'il y a encore 3 sous-sols. Un ascenseur et une équipe d'ouvriers qui creusent encore plus bas. Essayez de monter un personnage niveau 9999, de réincarner son âme pour repartir niveau 1 avec des stats boostés, puis de recommencer, tout ça pour affronter des boss secrets qui ont plus de PV qu'une encyclopédie en 14 volumes. Alors en gros, Disgaea 5, c'est un jeu où l'exagération devient une philosophie de vie, un mélange de stratégie, d'humour débile, de mécanique infinie qui vous fera perdre votre sommeil, mais ne vous fera jamais perdre votre sourire. C'est vraiment un jeu excellent, Disgaea 5. C'est ce jeu où la réalité prend un coup de pelle dès l'écran titre. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous explosez l'univers à coups de statistiques astronomiques. Vous pensiez que les mathématiques ne servaient pas dans la vraie vie ? Ce jeu va vous prouver que les chiffres peuvent aussi servir à dominer des pingouins démons un peu pleurnichards. L'histoire contre Void Dark, c'est une simple vengeance, un méchant tellement méchant qu'il a probablement écrasé des Legos pieds nus juste pour son plaisir. Vous incarnez Killia, son héros un peu taciturne, coupe impeccable, qui fait équipe avec Seraphina, une princesse qui considère que l'humilité est un mot inventé par les pauvres. Rajoutez à ça qui s'entraîne en hurlant « Cyan ». Red Magnus, une sorcière bizarre et un tas d'autres personnages qui semblent échapper d'une fête costumée un peu trop intense. Le cœur du jeu, c'est vraiment son gameplay. Carte isométrique, combat tactique, combo ridicule où un pingouin explose un dragon parce que pourquoi pas, et mécanique d'empilement de personnages. Oui, empilement, genre on forme une tour humaine et on balance la moitié sur les ennemis parce que Disgaea et rien n'a besoin de faire sens. Le grind, vous aimez souffrir ? Vous voulez voir votre compteur dépasser celui d'un contrat de travail ? Monter un perso 9999, c'est qu'un échauffement. Faut le réincarner au niveau 1, repartir à 0, mais avec des bonus, et ça avant même de toucher au Item World, un donjon généré aléatoirement. Dans chaque objet, votre épée, elle a un monde dedans, votre potion aussi. Bref, c'est l'infini, mais avec des lootbox gratuites. Disgaea 5, c'est un mélange de stratégie, de folie, d'humour qui ne se prend jamais au sérieux. Blague absurde, situation what the fuck, combat où vous pouvez pulvériser un pingouin et un démon avec une comète géante, le jeu est une ode au plus, au toujours mieux. Enfilez votre cape de stratège, préparez votre cerveau, plongez dans ce chaos organisé. Vous n'en sortirez pas indemne, mais vous en redemanderez. Si vous avez des anecdotes sur ce jeu, parce qu'il est complètement excellent, un boss par exemple secret, n'hésitez pas à en parler, je ferai peut-être une vidéo pour parler justement de
du endgame de ce jeu qui est tout simplement incroyable. Disgaea 5, c'est vraiment quelque chose d'unique dans le monde du jeu vidéo. Je vous invite vraiment à aller regarder ce RPG tactique avec des chiffres qui explosent, des pingouins qui pleurent, et tout est une question d'exagération absolue. Son humour décalé va forcément vous plaire, son gameplay infini, ses combats tactiques plus fous que jamais, plongés dans l'univers unique de ce jeu culte. Pourquoi se contenter de 1000 dégâts quand on peut en infliger 1 milliard ? Vous n'êtes pas prêt pour ce chaos hilarant. Disgaea 5, c'est vraiment une pépite. Il y avait même des épisodes sur PSP, mais qui sont un peu plus courts quand même, il me semble, sur PSP, qui sont peut-être excellents aussi. J'avais fait le PSP, un épisode sur PSP, et cet épisode-là, Disgaea 5, que je trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Force à tous, abonne-toi, à très vite.